des échos-radars. Il y a des échos-radars un peu partout. Taco, il dit « Oula, ça c'est russe ». Et là, je tourne la tête comme ça pour regarder mon chef. Tout ce que j'ai vu, c'est un énorme Sukhoi 27, quoi. Et nous, on rentrait de mission. Et là, tout d'un coup, l'armoire prend feu, quoi. Il entend ma voix, il comprend que je suis en train de m'énerver auprès de la contrôleuse. Il dit « Mais non, j'ai le feu, donc il faut que je me pose, quoi, tout de suite ». Et là, la TL2 a un rôle à jouer. Là, la tactique, je pourrais vraiment pas en parler, parce que là, c'est quelque chose de secret. Mais ça se passe pas en 5 minutes, parce que les champions du monde pour pisser nos propres SNLE, c'est les Américains, les Anglais, quoi. Donc, Alors Philippe, tu entres au service de la marine en novembre 1990 et à cette époque-là, tu passes pas du tout par l'école navale. Toi, tu vas rentrer en tant qu'officier marinier, donc en tant que sous-officier, c'est ça? oui, c'est ça, tout à fait. Je réussis donc les tests pilotes, donc directement Rochefort, donc la sélection en vol en 1990, mais en tant que sous-officier, donc issu de l'école de Mastrance. On fait une petite 3 semaines pour nous apprendre juste à marcher au pas. À Mestrance, on fait 3 semaines, et puis après, tout de suite, on passe à la sélection en vol. Et on revient, après la sélection en vol, on revient à Mestrance pour une période plus longue, pour nous militariser, pour nous mariniser, on va dire. Donc effectivement, je suis un sous-officier à la base, on va dire en gros, pas qui sort de Mestrance, mais c'était la filiale, elle se faisait comme ça, la filière était comme ça à cette époque-là. Voilà, on est passé officier bien plus tard. Tu as un bon souvenir de ta sélec en Cap 10 ou c'était le début des Cap 10 non, d'ailleurs? Ah non, c'était pas le début, je pense que ça avait commencé avant, je peux pas te dire exactement quand, mais oui, 5 mois à Rochefort, une bonne expérience, effectivement. C'était sympa. Une promotion, dans les sélections en vol, forcément la promotion est soudée. On voit partir des copains, ça c'est dommage. Au fil du temps, on passe de 12 et on en ressortira à 5. Donc il y a quand même 7 éliminations avec des gens avec qui on s'est lié forcément. Quand tu es en sélection comme ça, les vols se passent mal, le soir, dans les chambrées, tu es là pour consoler un peu ton petit camarade. Et quand il y a beaucoup de vols qui commencent à être jaunes, rouges et tout ça, on sait ce qui va se passer à la fin. Moi j'ai eu la chance de passer ça tout droit et même plutôt bien. C'est pas que je m'étais entraîné avant, hein. Il y en avait qui avaient qui étaient rentrés déjà avec 1000 heures, 1500 heures de vol, et ils ont été éliminés, hein. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Mais ouais, voilà, très bon souvenir de cette période-là. C'est à cette période-là d'ailleurs que se nouent les amitiés solides, très solides après. Voilà. Et on arrive vraiment à bien se lier en fin de compte. Tu as une grosse pression, comme tu l'as dit, de la notation. Est-ce que tu penses sécurité des vols à cette époque-là ou est-ce que des fois tu t'es fait peur ou pendant ta période en Cap 10 tout s'est bien passé ou... Je pense qu'on est en 1990, la sécurité des vols, c'est un concept. On n'a pas encore mis le doigt dans ce qu'on connaît actuellement, et puis on est chez des militaires, et c'est pas pareil. On a des instructeurs qui sont assez anciens, ce sont tous des sous-officiers d'ailleurs, premiers maîtres, maîtres principaux, qui ont de la bouteille, mais certains qui n'ont fait que ça, que du Cap 10, qui sont des champions de la voltige, et qui te font faire des trucs mais phénoménaux, qui ne sont même pas écrits dans les manuels. Je me souviens être sorti d'un vol, on avait tellement pris de voile rouge qu'on avait les vaisseaux sanguins des yeux qui avaient explosé tous les deux, et on avait fini avec 3 jours d'interdiction de vol, et le moniteur et moi-même, quoi. Voilà, tellement on avait fait des manœuvres qui étaient super limites, et que normalement on ne devait pas faire à ce stade-là de la formation, quoi. Voilà. Donc oui, sécurité des vols, ouais, un concept. Voilà, cet e-coming AEIO là, 180, pour toi il a toujours bien marché? Ah non, il n'a pas toujours bien marché. Ça a été un petit moment de stress, mais qui a duré que quelques minutes. En tour de piste à Rochefort-sous-Bise, je suis avec mon moniteur, et puis tout d'un coup, on a la piste qui est travers, on est à peu près mi-piste, et tout d'un coup, l'hélice s'arrêtait au milieu là.
Et moi, je suis aux commandes comme ça, je le regarde, et il me dit j'ai les commandes. Ah bah oui, oui. Moi, j'étais que élève pilote, ouais, c'est un maître principal, un vieux de la vieille. J'ai les commandes, et puis bon, effectivement, il vise la piste, et puis je vois que bah il commence à partir en. Et puis il me dit bah essaye de redémarrer, dis-moi ce qui se passe. Et puis tout de suite, il parle à la radio, et puis voilà, on essaye de prendre la piste comme ça. Et moi, je suis là, je regarde ce qui se passe, et là, tout d'un coup, j'ai un éclair de génie. Je vois que la pression d'admission est partie chercher la pression atmosphérique. Et je lui dis, ben, Sipal, c'est comme ça qu'on appelle les maîtres principales, hein. Sipal, je crois qu'on a un trou dans le moteur parce que la pression d'admission, qui était normalement à 23 pouces, elle est partie à 29,80, donc elle est allée chercher la pression atmosphérique. Et il me regarde comme ça, il me dit ah ok, et il continue son truc, et on se pose. On se pose, il fait le truc super bien, quoi. Et on se pose, parce que moi j'ai rien touché, hein, comme ça. Quand t'as qu'un moteur et qui s'arrête, et on se pose, et puis on sort vite de l'avion, il y a les pompiers qui arrivent, tout ça. On sort vite de l'avion, et puis quand on sort de l'avion, on voit qu'il y a, l'essence qui coule, mais gros comme ça, sous l'avion, comme ça. Et puis, bon, alors les pompiers arrivent, et puis les mécanos aussi, ils ouvrent. Puis effectivement, la durite d'alimentation d'essence qui s'était défaite. Et effectivement, il y avait bien un trou dans le moteur, puisqu'il avait bien récupéré la pression atmosphérique. Et ce vol-là, malgré que j'ai eu une panne et tout ça, ça a été le vol le mieux noté de ma progression. À l'époque, on mettait les vols verts, et quand ils étaient exceptionnellement bons, c'était vert, croix vert. Non, non, c'était croix vert. Et ce jour-là, bah, il m'a regardé, il m'a dit, mais l'analyse a été fabuleuse. Donc, il est allé au tableau. On n'avait même pas terminé le vol, et il m'a mis vert, croix vert. J'en revenais pas. Et donc, ouais, c'est un très bon souvenir, cette panne sur Cap 10. Mais moi, j'étais un chat noir, hein. Ah, j'étais un chat noir, des pannes, j'en ai eu plein. Et du coup, après, tu finis, tu es sélectionné, tu pars donc sur Epsilon à Cognac. Oui. Et, à ce moment-là, comment est-ce que ça se passe? Et est-ce que tu as un bon souvenir des instructeurs de cette époque-là, où tu as connu les instructeurs sous-off Oui. marine? Là, tu découvres l'armée de l'air, qui a une culture un peu différente. Oui, comment est-ce que tu le vis et quelle différence est-ce que tu ressens? quelque chose de vraiment très différent. C'est vrai qu'on arrive à Cognac, et là, on se retrouve face à des instructeurs qui ont pas du tout le même background qu'avaient ceux de Rochefort. On est souvent face à des aspirants, des sous-lieutenants qui viennent juste de réussir CASO et qui sont pas partis en escadron de chasse et qui reviennent directement faire de l'instruction à Cognac. Et ces gens-là n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de vécu, et ils n'ont pas de vécu aéronautique, ils n'ont pas d'expérience, et mine de rien, ça se ressent. Puis en plus, moi j'avais déjà 22, 23 ans. J'étais pistard. Alors pistard, on va expliquer ce que c'était. C'est-à-dire que j'étais le chef de la promotion, en gros. Pourquoi? Parce que j'étais le plus ancien. Et dans la marine et dans l'armée de l'air, j'étais pistard. Donc on s'est retrouvé 5 marins au milieu d'une promotion de 20 gars de l'armée de l'air. Donc on était 25. Et j'étais le chef de cette promotion. Voilà. Et un peu le capitaine de l'équipe, quoi, en gros. Et donc, ben, on avait pratiquement le même âge que nos instructeurs, quoi. Donc, bon, alors c'était pratique parce que des fois le soir on sortait avec eux et tout, machin chose, mais bon, ça les empêchait pas de te mettre une cartouche après le lendemain en vol. Bon, ça c'était le jeu. Bon, là par contre, ils suivaient vraiment l'instruction comme elle était prévue d'être suivie, mais ils pouvaient t'apporter moins que ceux qui avaient un gros background. Après, j'ai eu vraiment de la chance, c'est que j'ai eu un instructeur principal à Cognac. Alors, je ne sais pas si je peux dire son nom, ouais, Philippe Millem, qui est maintenant le grand Manitou des CRE de la DGAC, qui lui avait fait quand même de l'escadron, intervenu à Cognac après. Et lui, bah, il m'a appris plein de choses. Par contre, mon instructeur secondaire, eh ben, ça s'est pas super bien passé parce que le gars, il avait peur en vol. Donc, il me laissait même pas poser l'Epsilon. Parce qu'à chaque fois que j'étais au flair, enfin, j'étais à l'arrondi, et ben, il reprenait les commandes parce qu'il avait peur que je fasse une catastrophe avec l'Epsilon. Donc, il m'apprenait rien.
Donc, et d'ailleurs, il est reparti en escadron, puisque moi, j'étais obligé de le dire à un moment, quand tu progresses plus, bah, j'ai dit, voilà ce qui se passe, et il est reparti en escadron. Et je ne veux pas du tout, et certainement, d'ailleurs, que ça a été mieux pour lui, puisque du coup, il a dû plus s'éclater sur Chasseur que sur Epsilon, je pense. Mais oui, différent. Et puis, un peu plus dur à Cognac. Pourquoi? Parce que ambiance, bon, 4 escadrons à Cognac, grosse base d'instruction, quelque chose de beaucoup moins familial qu'à Rochefort, où ben, on était entre nous, quoi, on se connaissait tous. Là, c'était un peu l'industrie de la formation, quoi. Donc, t'étais plus un numéro qu'un pilote à part entière, qu'un élève pilote à part entière, quoi. Voilà. C'était un peu différent, l'ambiance. J'ai bien préféré Rochefort. Du coup, sur Epsilon, t'as un type de vol en particulier qui t'a plu ou qui t'a pas plu ou pas? Alors, ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'est la patrouille serrée. Moi, je me suis éclaté. Alors, j'ai pas terminé dans la chasse, hein, mais je me suis éclaté la patrouille serrée. Et pourquoi? Alors, c'est très, très simple. Mes premiers vols de patrouille serrée, c'était pas mon moniteur standard qui les a fait. C'est Frédéric Zumbil, que vous retrouverez sur tous les scénaristes des Bug Danny. J'ai cédé ici. Voilà, donc il doit y en avoir, je sais pas. Et donc Frédéric Zumbil a fait mes 3 premiers vols en tant qu'élève pilote. Et franchement, c'était un champion de la patrouille serrée. Donc il venait des cruises, hein, il a piloté le Crusader. Et il m'a vraiment donné ce boost, il m'a fait aimer ça, il m'a donné une grande motivation pour la patrouille serrée, j'étais super bon. Mais il se trouve que j'étais pas très très bon en navigation basse altitude et après ben, on a dû faire un choix. Euh, Moi, quand je partais tout seul avec mon Epsilon pour retrouver mes axes, généralement je me perdais. Donc du coup, on a préféré m'envoyer ailleurs que dans la chasse parce que tout seul, je crois que je serais encore en train de tourner au-dessus des Landes et je serais perdu. Quand on te retrouvait sur l'Atlantique, il y a d'autres étapes. Et donc, après l'Epsilon, Oui. tu es parti faire ta spécialisation multimoteur. Oui, c'est ça. Alors, à cette époque-là, à Cognac, tu avais 7 mois de formation et il y en avait 5 qui étaient une partie commune. Puis après, il y avait un conseil d'orientation et après 2 mois de spécialisation, entre guillemets, hein, parce que là, c'était pas de la spécialisation. Donc, au conseil d'orientation, on a déterminé que j'étais mieux à partir sur les lourds, en gros. Alors, ils appellent ça les lourds parce que dans l'armée de l'air, il y avait le Transal. Mais bon, l'Atlantique 2 n'est pas un lourd au sens strict du terme, c'est pas un avion de transport. Et donc du coup, 2 mois à faire ce qu'on appelle des manœuvres de base sous capote, à faire de l'IFR, à aller faire des percées IFR, s'entraîner déjà sur Epsilon, ça. Et puis ensuite, je suis parti à Lorient, où il y avait l'école de spécialisation multimoteur, la 52S à Lorient. Et là, pendant 14 mois, là c'est long quand même, 14 mois, donc spécialisation au pilotage des multimoteurs turbopropulsés, on va dire. Donc on commençait par le Xingu. Alors l'armée de l'air, ils avaient exactement le pendant, mais c'était à Avord. Et nous, c'était à Lorient, mais c'était le même avion, donc l'Embraer 121 Xingu, pendant 12 mois pratiquement. Voilà, où alors là, on t'apprend toutes les étapes d'un pilote IFR. Et puis ensuite, les 2 derniers mois, quand tu étais lâché sur Xingu, voilà, les 2 derniers mois, c'était du Nord de 6-2. Et là, c'était la navalisation. Pourquoi? Parce que dans la marine, les lourds, c'est pas vraiment du transport. Après, on va faire des surveillances maritimes et tout ça. Et donc, c'était la navalisation. Et là, on était sur Nord de 6-2 et on apprenait toutes les manœuvres de base au-dessus de l'eau. Voilà, des cercles de chasse, des feuilles de trèfle se représenter sur des marqueurs dans l'eau. Voilà, on apprenait tout ça. Voilà. Et là maintenant, ton avion un peu plus compliqué, un peu plus tactique, donc vous avez un peu plus d'électricité à bord, et c'est là où Ah oui, ça vient. le feu. Le feu. Alors, là, qui a failli vraiment mal se terminer parce qu'on avait derrière le cockpit un compartiment électrique, une armoire électrique avant la tranche tactique. Dans cette armoire, il y avait plein de fils de partout et il y avait surtout le guide d'onde du radar qui passait là-dedans.
Voilà. Et il se trouve que, je sais pas, avec les vibrations, le guide d'onde s'est défait. Et donc les ondes radar, ça, je sais plus combien de gigahertz là-dedans. Et le guide d'onde est tombé et il a commencé à envoyer toutes ces ondes sur des fils électriques qu'il y avait en face. Et donc, comme un micro-ondes, ça a enflammé les fils, quoi. Et nous, on rentrait de mission. Et là, tout d'un coup, l'armoire prend feu, quoi. Elle prend feu, fumée cabine, tout ça, machin chose. Et là où c'est drôle, c'est que. Enfin, c'est drôle, c'est pourquoi je l'ai retenu comme anecdote, c'est qu'en fin de compte, on arrivait en emergency sur la base de Nîmes parce qu'on avait le feu, et là, la contrôleuse en emergency, elle me dit, bah, vous êtes numéro 3. Et je lui dis, ah non, alors t'as pas compris. Elle dit, bah si, vous êtes numéro 3 parce qu'en face, vous avez un Tucano de Salon de Provence. Et il se trouve que dans le Tucano de Salon de Provence, c'était un mec de ma promo. C'était Eric Sotro de ma promo. Et là, il entend ma voix. Il entend ma voix, il comprend que je suis en train de m'énerver auprès de la contrôleuse. Il dit, mais non, j'ai le feu, donc il faut que je me pose, quoi, tout de suite. Et là, j'entends très bien sur la fréquence, il ne m'appelle pas par mon indicatif, il clique et comme ça, il dit « Philippe, c'est Eric, je dégage ». Et donc, il dégage l'axe pour que je puisse me poser. Mais donc, voilà. Et la contrôleuse, une jeune contrôleuse certainement, qui n'avait pas compris qu'en fin de compte, j'avais le feu à bord et que normalement, j'étais prioritaire à l'atterrissage, quoi. Et là, c'était « Non, vous êtes numéro 3 ». On s'est posé, les pompiers, tout ça, et bon, ça s'est bien terminé, hein. Le feu a été contenu dans l'armoire, mais je pense que les gens qui étaient derrière étaient assez inquiets quand même. Ils avaient déjà les fumées âcres, tu vois, des fils électriques. Ils avaient mis le masque, tout le monde avait mis le masque. Ton MacBook, il a pu attaquer le feu? Ah non, non, le MacBook, il est resté. On était vraiment, on était au Sainte-Marie-de-la-Mer, je sais pas si tu vois, Sainte-Marie-de-la-Mer, Nîmes, t'es tout de suite, donc il faut aller vite. Notre priorité à moi, c'était, j'avais les manettes sur le pont et il fallait que je me pose vite, quoi. Et puis après, laisser ça aux pompiers, quoi. Tu as réussi à sauver la machine? Oui, c'était bon, quoi. Mais bon, voilà, c'était un peu chaud, question feu. Ouais. En parlant de Nord de 6.2 et de situation un peu particulière, tu as récupéré un Pax de Mirage 3 une fois? Tu as localisé un Pax de Mirage 3? Ouais, alors ça, c'était assez cocasse. Je trouve qu'on décolle de Nîmes et on partait vers la Corse et on allait vers Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, passer en travers Marseille et puis suivre la côte jusqu'à normalement Toulon hier et avant de basculer sur la Corse. Et sur le trajet, comme ça, là, tout d'un coup, on entend une balise de détresse. À ce moment-là, on est en contact avec Istres. Et on dit à Istres, on entend une balise de détresse, elle dit oui, nous aussi on entend une balise de détresse. Vous pouvez pas aller le positionner, s'il vous plaît? Bah si, on va y aller. Et là, la contrôleuse qui dit en fin de compte, c'est un passager qui était sur le vol de Mirage 3, il s'est éjecté. Alors, en fin de compte, c'était le Mirage 3 du CEV de Istres. Et le gars, il avait tellement briefé, parce qu'on l'a su après, il avait briefé au départ. Si je dis éjection, tu tires la poignée. C'était un passager, quoi. Et en fin de compte, dans sa manœuvre, il y a dit attention, mais le gars, attention, il a compris éjection. Et il a tiré la poignée. Et donc, il s'est éjecté, mais bon, il n'était pas très très loin en mer. Donc on le survole, il est dans son petit canot, là. Voilà, son petit canot. Et alors on a eu vraiment de la chance. Donc on le positionne, on tourne autour à un moment. Et il y avait justement un hélico de Saint-Mandrier, un hélico de la marine qui arrivait et qui devait se poser à Nîmes. Et ils avaient le treuil et le plongeur à bord. Donc ils l'ont sorti. Je crois qu'il a dû nager 20 minutes, quoi, à tout casser. Il a dû nager 20 minutes. Et bon, voilà, on l'a positionné, on a guidé l'hélico. Et il est rentré à Istres. Parce que le gars, il a posé directement à Istres. Donc, ça s'est bien passé. Mais j'imagine la tête du pilote de Mirage 3 qui a dû expliquer qu'il est rentré sans le gars derrière. Ouais, ça arrive. Alors, attention, faut jamais le dire en fin de compte, parce qu'ils attrapent que attention et le sion et pouf, ils tirent. Ça, c'est les gars stressés. Toi, tu as fait du Nord de 6.2, on t'a appris la tactique, tu as été commandant de bord sur Nord de 6.2, Oui. Et après, tu as pu accéder un petit peu au Graal tactique, à l'avion de guerre multimoteur de la marine. Moi, c'était mon but. Parce que c'est un avion de guerre. C'est un avion de guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est cet avion, pas assez connu, je pense, en France, qui est l'Atlantique 2, qui est un avion guerrier pour marin du ciel? Oui, alors, l'Atlantique 2, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un avion de la classe qui fait 45 tonnes. Hein. C'est un peu plus petit qu'un Airbus A320. C'est un gros carré de 40 mètres sur 40 mètres.
Voilà. Et sa particularité, c'est que, premièrement, il a été développé pour la patrouille maritime. C'est un des rares avions qui a été développé pour ça. Donc il avait un grand frère, on va dire, l'ATL-1 avant, et c'est la déclinaison un peu plus moderne de l'ATL-1. Alors l'ATL-1 a été en service dans l'OTAN, hein. Donc l'ATL2 que en France. Il a été créé pour ça, pour la patrouille maritime. Alors on comprend l'ATL2 à partir du moment où on comprend les personnes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire on comprend le rôle des personnes qui sont à l'intérieur. L'équipage de 15 est formé de 2 pilotes. Bon, là, on comprend assez rapidement ce à quoi ils sont faits. Donc, il y en a un qui est à gauche, et là, les postes ne sont pas interchangeables dans la TL2. Le pilote de gauche est le pilote, c'est-à-dire que c'est lui qui va piloter l'avion, point. Son rôle, c'est de le mettre à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Celui de droite, il est pilote, bien sûr, mais il est surtout chef de bord. Chef de bord, il est chef de tout l'avion, d'accord ? Et ça a son importance. Au milieu, on a un mécanicien de bord, c'est ce qu'on appelle les mecnav dans l'armée de l'air, voilà, parce que c'est un pilotage à trois, donc qui gère les machines et tout ça, voilà. Et puis après, quand on va vers l'arrière, on trouve une tranche radio ESM, on va dire. Alors ESM, c'est la lutte contre les signaux électromagnétiques. C'est de la guerre électronique, on va dire. Donc on va trouver un premier poste radio. Donc pourquoi ? On a une radio HF longue portée. Et comme ça, où qu'on soit déployé, on est toujours en contact avec nos chefs. Voilà. Donc on peut, à l'intérieur de la TL2, être en contact, même quand on est en plein milieu de l'océan Atlantique, on peut être en contact avec la base de Lorient, la base de Landy, voilà, les états-majors, grâce à ces postes-là. Ensuite, on a le module de guerre électronique. La TL2 fait de la guerre électronique. Il a des petits ballonnets de guerre électronique. C'est-à-dire qu'il va récupérer les signaux des radars aux alentours pour faire de la cartographie radar des ennemis. Voilà. Et puis aussi, à savoir que c'est quelque chose qui participe à sa protection, sa propre protection. Évidemment, quand un chasseur arrive, généralement, quand il ne nous voit pas, il allume son radar et là, tout de suite, on le sait. Donc, il y a ce module guerre électronique et module aussi du MAD, mais j'en parlerai après à la fin. Ensuite, on trouve une table de navigation, toute bête, pour savoir forcément où est-ce qu'on va se retrouver. Donc, on a des navigateurs, ils sont 3 à bord, j'ai oublié de dire. Les radios et guerre électronique, c'est 3 personnes. Navigateurs, 3 personnes. On en a un qui fait la navigation et 2 autres qui sont des navigateurs radaristes. Ils gèrent en même temps le radar. Donc la TL2 a un radar à 360 degrés en dessous là. Et donc ce radar est performant pour tout ce qui est détection de navires sous-marines. Un peu moins sur la détection aérienne, mais le nouveau qui vient d'arriver, parce que moi je connais l'ancien, le nouveau je crois qu'il est assez performant aussi sur la détection aérienne. Et donc on a un opérateur radariste qui regarde son balayage voilà, et qui détermine une situation de surface et qui passe toute sa situation au TACO qui est juste à côté. Il faut savoir que le TACO, donc coordinateur tactique, COTAC, lui c'est le chef de la tranche tactique de tous ces gens que je suis en train de décrire. C'est lui qui va compulser toutes les informations qui lui viennent des différents senseurs de l'aéronef. Ça se fait automatiquement quand ils envoient des pistes, hein, et lui il les voit, mais c'est lui qui va penser à la tactique mise en place par l'équipage. Donc après on a le TACO, et ensuite derrière on a quelque chose qui est vraiment phénoménal pour moi, c'est la partie acoustique. Donc, et c'est les 3 personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est lutte anti-sous-marine. C'est eux qui vont écouter les bouées qu'on jette à l'eau. Ensuite, on a toute cette partie justement stockage de bouées. On a plein d'ouvertures à l'arrière de l'Atlantique pour pouvoir jeter des bouées. Elles peuvent partir aussi au niveau automatique, toutes seules. Et à la fin, on a un rétro-lanceur. Alors c'est rigolo, c'est une particularité de l'Atlantique. C'est un espèce de petit canon, je crois qu'il y a 6 tubes, mais qui est dirigé vers l'arrière. C'est rigolo. Ça permet de lancer un marqueur fumigène à la vitesse inverse de l'avancée de l'avion, ce qui permet, quand tu appuies sur le bouton, il tombe exactement à l'endroit où tu as appuyé. Il n'est pas soumis à la traînée.
Voilà. Donc, et c'est le canon qui l'envoie vers l'arrière. Et tout en, en bout de la queue, on a le détecteur d'anomalies magnétiques, le MAD, j'avais dit que j'y reviendrai. Donc on voit que l'Atlantique a une longue queue comme ça, et une petite boule derrière, on la voit pas trop bien. Et ça, quand on survole la Terre, eh ben, elle est sensible au champ magnétique terrestre, et elle nous donne dans l'avion le champ magnétique terrestre. Et ça sert à quoi? Ça sert que si quand tu passes sur une masse métallique, eh ben, le stylet s'affole. Alors c'est rigolo, c'est un stylet dans l'avion qui est à peu près de la même stylet que des petits baromètres qui mesurent la pression sur un papier millimétré. Là. Alors c'est exactement pareil, sauf que ça déroule dans l'autre sens. Et quand le stylet s'affole, eh ben, c'est le fameux chez nous contact-attaque. Contact-attaque, on vient de passer sur un sous-marin. Pourquoi? Parce que on vient de passer sur une masse métallique et normalement il n'y en a pas là, quoi. Donc, et c'est là qu'on fait des manœuvres un peu spéciales et assez rapides pour pouvoir délivrer notre torpille tout de suite, quoi. Une épave, Elle va sortir. Elle va sortir aussi. Oui, oui, elle va sortir. Moi, ça m'est arrivé de pister un pipeline sans le savoir. Oui, donc, et puis c'était bien. Il avait une route rectiligne et tout, c'était super et on s'est bien fait avoir. Hein. C'était en mer Baltique parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de fond et contact et contact et contact et contact et à la fin, le jeune navigateur qui était à la table qui dit ah écoutez. Je crois bien que là, il y a un truc là. On s'est arrêté, on s'est regardé. Bon, bref, on arrête. C'était un pipeline qu'on était en train de pister pendant un moment parce qu'il sortait bien en MAD, quoi. La boule FLIR, alors maintenant, elle est un peu placée sur l'arrière sur le standard 6. Avant, elle était sur l'avant. La caméra FLIR, donc pour Forward Looking Infrared, qui était assez performante, mais celle qu'ils ont mis maintenant, elle l'est encore plus. Et donc qui nous permettait d'identifier les bateaux, les sous-marins, c'est-à-dire que dès qu'on avait, elle était asservie au système de l'avion, c'est-à-dire que quand tu faisais une DO radar, une désignation d'objectif radar sur un point, la boule se mettait automatiquement dessus et le TACO a une petite caméra derrière qui peut être reprise d'ailleurs par le chef sur l'avant. Et il pouvait regarder ce que c'est et en fonction du degré d'hygrométrie, parce que c'était sensible à l'hygro, pour dire ah ouais tiens c'est un périscope ou alors c'est un bateau de guerre et tout ça. Alors maintenant ils ont une caméra qui est sur l'arrière, voilà, elle est un peu sur le trois quarts arrière de l'aéronef. Alors elle est plus performante et elle fait FLIR, je pense qu'elle fait thermique et elle fait dans le visible aussi et elle est capable du coup d'illuminer laser. Parce qu'avant, on ne pouvait pas illuminer et quand on tirait des bombes guidées laser, on était obligé d'être illuminé par un autre moyen. Donc voilà. Donc voilà ce qu'est l'Atlantique. C'est un outil. Alors nous, on l'appelle le couteau suisse. Donc il est capable de faire de la lutte anti-navire, de la lutte anti-sous-marine, des actions terrestres avec les bombes. Et surtout, pas mal de renseignements électromagnétiques. En gros, c'est un avion qui peut faire pas mal de choses quand tu le mets sur un théâtre d'opération. Il est capable de rendre beaucoup de services. Et ça, l'état-major des armées l'avait vraiment, vraiment bien compris dans les années 2000-2006. C'est comme ça qu'on a quitté le territoire maritime pour investir un peu plus ce territoire africain avec tout ce qui se passait en Afrique, quoi. Au niveau de la répartition des rôles, entre le TACO et le chef de bord, comment est-ce que vous répartissez un petit peu le travail? Parce que le TACO, lui, va voir la situation tactique. Oui. Le chef de bord va agir par veto? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, le chef devant a une petite visualisation tactique, mais elle est toute petite comme ça. Mais il n'a pas la grosse vue d'ensemble qu'a le TACO. Après, il suit à l'oreille, bien évidemment. Puis il est rompu à la tactique, pareil. Et il va orienter, on va dire. Il va orienter, et puis de toute façon, il aura le dernier mot. Voilà, le TACO propose au chef, et lui, le chef va entériner en fin de compte. Mais c'est très très rare. Il faut vraiment des situations très particulières où le chef va à l'encontre de son TACO, quoi. Généralement, il a une meilleure vue d'ensemble. Il propose. Et généralement, en venant de l'avant, c'est OK, on y va, on fait. Qui appuie sur le bouton d'ouverture du feu si vous tirez une torpille, un missile, une bombe? Qui appuie physiquement dans la machine? Parce que vous êtes tellement nombreux, qui fait quoi?
Alors, bah, il y a 3 boutons en fin de compte. Il y en a pour chaque pilote et le taco en a un. Donc, et voilà, c'est le taco qui va donner la main en fin de compte. Voilà. Mais il y a besoin d'en activer qu'un seul. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, C'est bien pas un sûr. truc Non, comme non, quoi c'est dans pas. les sous-marins Non, non, nucléaires, non, non, tu non, le fais c'est en pas même ça. temps, quoi. Voilà, il veut dire, ok, bah, chef, ok, bah, la torpille est parée, elle est prête à être lancée, tu peux la lancer de l'avant, quoi. Voilà, et clic, et. Toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la lutte anti-sous-marine connaissent le chant du loup, Oui. avec la starification, comme dans beaucoup de films, on voit aussi dans La poursuite de l'Oiseau rouge de l'oreille d'or. Oui. On peut dire que dans Atlantique 2, c'est des oreilles d'or que vous avez à bord. Alors, il y en a un. Donc il y a des oreilles d'or. Oui, alors, à bord. il faut bien voir, enfin, comprendre ce que c'est qu'une oreille d'or. Une oreille d'or, en fin de compte, dans les marines, c'est un classificateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est opérateur acoustique, qui a une forte expérience d'opérateur acoustique et qui va venir, lui, classifier le contact. C'est-à-dire qu'il va donner une classification technique du contact. Il va dire, ce qu'on entend, c'est ça. Voilà. Les autres opérateurs, ils vont donner le contact. Ils donnent le contact, ils vont pouvoir dire, c'est un sous-marin russe, mais le classificateur, lui, il a beaucoup d'expérience. Il est aidé par les machines aussi. Hein, on va voir. Enfin, il est aidé par les machines qui déjà dégrossissent pas mal le travail. Il va l'écouter et il va dire dans la classe, c'est celui-là. Parce que la 5e pale, elle a un petit problème et on l'entend très très bien à l'audio. Ça fait. Et moi, j'ai toujours été absolument subjugué par ces gens-là. Et je passais mon temps dans l'avion à écouter mes bouées qui étaient larguées à l'eau, quoi. Je suivais la tactique, mais je sélectionnais les bouées, et puis mon classificateur, là, c'est ça qu'on peut appeler un no-rider, c'est le premier GES chez nous, qui te dit, bah, écoute chef, là, sur la 32, tu as des crevettes claqueuses, quoi. Bah, t'es dans ton avion, tu écoutes les crevettes claqueuses, et puis des fois, il te dit, bah, attends, tu vas voir, il y a le rubis qui va passer, là. Attention, écoute la numéro 24, et là, tu l'entends? Ouais, je l'entends. Tu entends la 5e pale qui a un problème? Et là, tu te dis, non, non, t'entends rien. Mais lui, oui. Mais ils ont été formés pour. Et ça, pour moi, ça a été toujours... voilà, phénoménal, c'est curieux. Ah, parce que mine de rien, il y a quand même les 2 turbopropulseurs qui tournent à côté, ça fait. Alors ils sont là, enfin quand tu passes derrière et que tu les regardes travailler, ils sont là, ils collent leur casque et puis ils sont là, ils ferment les yeux, puis ils se concentrent, Mais ça c'est phénoménal, ça m'a toujours subjugué. Par contre, j'ai eu la chance quand j'étais sur Nord 262 d'être affecté à l'école du personnel volant, la 56S. Donc j'y ai passé 8 ans. Et dans cette école-là, on avait toutes les... C'était cette école-là qui formait tous ces gens-là pour aller dans la patrouille maritime. Donc du coup, j'ai fait de leur simulateur. Je suis allé écouter. Et ils passaient quand même, on va dire, 6 heures par jour à écouter des sons dans l'eau, des bandes sonores avec des hélices. Alors forcément, ils se font une oreille à la fin. Ils se font une oreille et ils sont quand même super forts. Moi, et c'est pareil pour la guerre électronique. Hein. Les radars, ça s'écoute. Tu as effectivement ta machine qui va te dire hop, j'ai pris un signal radar dans tel azimut, elle te met un plot avec la fréquence du radar, tu viens en contrôle direct, tu cliques dessus, et là tu as le son dans les oreilles. Et un radar, ça fait brrr, 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 brrr. Et là ils te disent, ben, c'est tel radar russe. Alors, tu le regardes et tu dis, c'est pas possible, comment tu fais pour savoir? Ils les apprennent. Est-ce que tu penses que c'est des métiers d'avenir au sens où c'est des compétences qu'on va devoir maintenir d'un point de vue RH, ces compétences souveraines, ou est-ce que tu penses que tout ça, à terme, c'est quelque chose qui est amené à disparaître pour du software embarqué dans les machines? Ça serait vraiment dommage. C'est vrai que effectivement maintenant avec les bases de données, un système peut peut-être classifier une piste sous-marine seule et maintenant classifier un signal de radar. Ça serait dommage. Ils apportent quand même un petit plus dans le sens où ils vont t'orienter. J'aurais pas eu mon premier GES, on serait passé à côté de contacts, quoi. Des contacts déclassifiés par des Américains.
qui te disent non, non, ce que vous avez, c'est de la vie marine, quoi, c'est des baleines. Non, 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 non. Les gars qui me disent non, chef, ce qu'on vient d'avoir, c'est un sous-marin. C'est pas de la vie marine. Et là, il est au contact de la frégate. Il va tirer. Je pense que ça serait dommage de perdre ça. Il faudra quand même toujours qu'il y ait quand même quelqu'un derrière la machine pour pouvoir la surveiller. Alors peut-être que sur P8, je ne sais pas comment ils travaillent, ils arrivent à travailler tout en automatique. Mais le tout automatique, ça repose sur des bases de données. Et mine de rien, les bases de données acoustiques, elles ne se font pas toutes seules. Donc il faut bien savoir que pour avoir les bases de données acoustiques, et savoir que tel bateau, il fait tel bruit, c'est-à-dire qu'à un moment, on est allé l'enregistrer. Et là, on met le doigt dans le renseignement acoustique, qui est la guerre de tous les jours que nous vivons constamment. C'est-à-dire, y compris avec nos alliés. Il faut savoir que nos alliés nous espionnent et que nous espionnons nos propres alliés sur la guerre acoustique. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ces bandes sonores pour ensuite que nos propres sous-marins, sans se mettre au périscope pour voir qui est qui, voilà, rien qu'avec un son, soit capable de dire c'est tel bateau, on en a besoin. Donc le renseignement acoustique, c'est tout le temps. Et on aura, je pense, besoin des gens pour pouvoir l'interpréter, au moins. Ça, c'est certain. Il faut savoir aussi que l'Atlantique 2 a été payé par la composante Alfost. Hein, c'est elle qui a poussé pour qu'on ait un avion comme ça. Pourquoi ? Parce que l'Atlantique participe à toutes les sorties de SNLE, dans ce que nous appelons la dilution. Le SNLE, quand il sort de Brest, c'est dans le télégramme, tout le monde le sait. Hein. De toute façon, les familles viennent dire au revoir aux marins, et donc on sait que le SNLE sort. Voilà. Mais sauf qu'à un moment, il faut qu'ils disparaissent dans la mer Jolie. Et là, la TL2 a un rôle à jouer. Il n'y a pas que lui. Effectivement, il y a des escorteurs, des frégates ASM et tout ça. Il y a une grosse batterie de moyens qui sont mis en œuvre quand un SNLE sort. Mais on a besoin aussi de ça pour éviter le pistage d'un sous-marin ennemi, voire ami. Parce que je veux pas, enfin, les champions du monde pour pister nos propres SNLE, c'est les Américains, les Anglais, quoi. Donc là, la tactique, je pourrais vraiment pas en parler, parce que là, c'est quelque chose de secret. Mais ça se passe pas en 5 minutes. Ça se passe en plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et on se débrouille pour que notre sous-marin puisse se diluer dans la mer sans être pisté. Au moins à ce niveau-là. Après, qu'il fasse une mauvaise rencontre voilà, dans l'océan, après, c'est charge à lui de se débrouiller. Mais au moins, quand il sort, l'ATL2 est là, les flottilles 21F et 23F de l'Orient, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la base de l'Orient qui n'a pas été fermée, elle est là auprès d'Alfost pour permettre et pour s'assurer que le SNLE ne soit pas suivi. Voilà. Ce qui est fascinant avec l'Atlantique 2, c'est, là on vient de le voir, c'est indispensable pour notre dissuasion nucléaire. Et toi, tu t'es retrouvé à avoir une casquette complètement différente, surtout en Afrique, quand on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un petit peu notre bombardier, si on peut dire, l'Atlantique 2. Donc, tu as passé des qualifs particulières. Tu peux nous expliquer un petit peu ce côté pas du tout maritime de ta carrière d'officier de marine ? Et pas du tout prévu, en fin de compte. Oui. Pendant une certaine période, juste avant que je passe chef de bord sur Atlantique, j'avais changé d'équipage. On m'avait mis dans un autre équipage. Voilà, le pilote, ça le faisait pas avec son chef. Et on m'avait enlevé de mon équipage pour me mettre là. Moi, ça s'est très bien passé après derrière. Et le commandant de la flottille s'ouvrait effectivement des situations en Afrique où on avait besoin de guider des avions de chasse, de ce qu'on appelle le CAS, le Close Air Support. Et on avait besoin de personnes dans l'avion qui soient capables de guider un avion de chasse qu'on a dans l'aile à côté, de lui montrer sa cible pour que lui, il puisse tirer. Et donc, mon commandant de flottille m'envoie à Nancy, au centre de formation à l'appui aérien, qui dépend de l'armée de l'air, et nous sommes deux à ce moment-là, un gars de la 23F qui a un TACO d'ailleurs. Ils ne savaient pas à cette époque-là s'ils allaient faire avec des TACO ou s'ils allaient faire avec des pilotes.
Donc un taco et moi, et donc on fait ce stage, et en fin de compte, on est qualifiés tous les deux, et lui il repart à la 23F et moi je reviens à la 21F. Et c'est après qu'ils se sont dit, comme c'est le contrôleur aérien, c'est-à-dire ce que j'étais devenu, qui dans l'avion, en faisant le guidage, donnait l'ouverture du feu, c'était lui qui disait clear hot, ce que tu as connu, c'est-à-dire qu'il donnait l'ordre au chasseur de tirer sur l'objectif qu'il avait identifié lui et qu'il lui avait montré. Après tout, le chasseur, il ne savait pas que c'était un objectif, on lui avait juste montré la cabane, là, tire sur la cabane, parce que nous, on sait qu'il y a des terroristes à l'intérieur, ok, mais lui, il ne le savait pas, parce que ça faisait juste 20 minutes qu'il était arrivé. Et c'est là que l'Atlantique a sa place, c'est parce qu'il avait la permanence sur zone, il pouvait voir ce qui se passait pendant longtemps. Et donc, on prenait les chasseurs en contrôle, et du coup, on leur donnait l'ordre d'ouverture du feu. Et donc, ils se sont dit, après, dans la patrouille maritime, et dans la marine en gros, on ne va pas donner l'ordre d'ouverture du feu à quelqu'un d'autre que le chef de bord, en fin de compte. Voilà, parce que c'est lui qui est chef de mission, chef de bord. Et donc, du coup, le taco, mon collègue, ça a été à cette période-là le seul taco qui a été qualifié. Et donc, moi, du coup, j'ai poursuivi ma carrière en tant que, ça s'appelle Airborne FAC, Airborne Forward Air Controller. Et donc, on a été 12 formés comme ça, à cette époque-là. Et on a fait des guidages, oui, on a fait des guidages. Et ensuite, moi, en plus, comme j'avais été le premier, entre guillemets, j'ai été 2 ans après, je suis retourné au CFA à Nancy pour être qualifié superviseur, c'est-à-dire le gars qui testait tous les autres. Et donc, j'étais le seul superviseur dans la patrouille maritime, et je devais qualifier tous les ans mes 11 petits camarades. Et j'étais moi-même qualifié par un gars de l'armée de l'air, parce que je ne pouvais pas m'auto-qualifier. Je participais d'ailleurs aux qualifications des gars de l'armée de l'air aussi en tant que superviseur. Mais alors, au départ, c'était très funky. C'était très fun d'aller guider des avions de chasse et tout ça. Voilà. Et puis, moi, en fin de compte, je me suis aperçu que je n'étais pas rentré dans la marine pour ça. En fin de compte, j'étais rentré dans la marine, piloter. Mon rêve, c'était de piloter la TL2, mais moi, mon rêve, c'était de voir des sous-marins. C'était de voir des sous-marins, de voir des frégates, de guider des super étendards en ADEX sur des frégates. C'était de pouvoir délivrer des torpilles. Moi, j'aime vraiment la mer. Et survoler le sable africain pendant des années, au bout d'un moment, ouais, ça a été très lourd. Et ça, c'est une chose qui a participé au fait qu'à un moment, je dise stop à la patrouille maritime. Et c'est dommage, parce que je suis un vrai passionné de la patrouille maritime. Au-dessus de l'Afrique, vous voliez à quelle altitude vos villages? Ouais, on volait haut. Vous voliez haut, alors que quand tu fais de la Patmar, tu peux descendre Zanini, c'est On était à 100 pieds. 100 pieds, 100 pieds, sachant que 30 tu as mètres. dit 40 mètres sur 40 mètres, donc c'est-à-dire que quand tu baisses ton aile en virage, ton aile est à combien au-dessus de... Ça, je sais pas, on n'est jamais allé mesurer, mais en tout cas, ça nous faisait peur. Parce que moi, je me souviens, quand on inclinait à gauche, et puis on la regardait comme ça, on disait... Et à 100 pieds, donc on inclinait à la main à 35 degrés maximum. Donc elle passait vraiment très très près de la crête des vagues, quoi. Il y a bien quelqu'un qui va nous faire le calcul dans les commentaires. Donc, soit un avion de 40 mètres d'envergure à 35 degrés d'inclinaison. Et alors là, c'est rigolo parce qu'ils étaient enfants à l'époque, mais ça se trouve maintenant ils sont adultes et quelqu'un va leur envoyer la vidéo. Mais tu as localisé et guidé la SNSM pour 2 enfants qui se sont retrouvés au large avec un petit bateau gonflable. Ah oui, alors en fin de compte, sur nos côtes, là, les côtes du sud de la France, il y a souvent Mistral et Tramontane. Et donc ce jour-là, il y avait une forte tramontane, et puis on était en exercice sud de Perpignan, voilà. Et on entend sur la fréquence de détresse que, en fin de compte, alors je ne sais plus par quel moyen on l'a entendu, mais qu'il y avait 2 enfants qui étaient avec leurs parents, là, tu sais, c'est sur les petites dinghies, les petits bateaux gonflables, là, et ils étaient petits, hein. Et en fin de compte, ils s'amusaient au bord de la plage, là, c'était en plein été, et puis en fin de compte, ils les ont lâchés, mais c'est la tramontane a attrapé ça, et
c'était direction l'Algérie et le Maroc, hein, si on les trouvait pas. Donc on les a trouvés. Alors ils avaient fait du chemin déjà, hein, quand même, hein. Ils avaient fait pas mal de. Les pauvres, les deux petits qui se tenaient à bord du bateau comme ça. Et donc bon, heureusement, on les a trouvés assez vite. Et la SNSM qui sortait de Barcarès, je crois, de Port Barcarès, qu'on a pris tout de suite sur Chenal 16, et on les a guidés et ils ont récupéré les bateaux. On est resté jusqu'à ce que les petits soient à bord, et ça c'est une petite satisfaction quand même. Alors, j'ai jamais eu de nouvelles de qui que ce soit, mais de te dire que bon ben voilà. Alors on en a sauvé, hein, des gens, mais T'as une idée de l'année ou pas? alors c'était forcément avant 98. Je peux pas te dire exactement. C'est entre 93 et 98, mais voilà. 93 et 98, Ouais, ouais. si vous connaissez les enfants. Ça doit être, je dirais, 96, 97, parce que j'étais chef de bord, donc ouais, ça doit être ça. Ouais. On verra si la magie d'Internet arrive à opérer. Ouais, Ça oui, pourrait être c'est- rigolo 20 ans après. De les retrouver, ouais, de ça les serait, retrouver. ça serait marrant. Ouais. On va quitter un petit peu nous, ce qu'on appelait le Zonex. Je sais pas si vous l'appelez comme ça. Ouais, le Zonex, oui. Zonex, ouais. Et on va aller dans la Baltique. C'est à la mode en plus en ce moment. Tu as eu pas mal d'opérations dans le nord, forcément. Quand on commence à aller vers les mers froides, il y a pas mal de sous-marins. Tu as fait combien d'années en tout sur Atlantide 2, justement? 10. 10 en tout. J'ai plus de 2200 heures de vol d'Atlantique. J'ai 10 000 heures de vol au total, mais voilà, 2200 d'Atlantique. Quand tu sors avec ton Peut-être un peu Atlantique, plus, en ouais. moyenne, tu fais combien d'heures? Parce que moi, de ce que j'entends Ouais, vous faites des généralement, grands on se met en l'air. Une mission, c'est entre 6 et 8 heures, quoi. On fait 360 heures par an, quoi. vols. Donc quand vous partez, vous faites pas semblant, vous avez un entraînement comme tout le monde, vous faites Ouais. des vols particuliers. Est-ce que tu as des opérations réelles dont tu peux nous parler qui t'ont marqué? Alors d'entraînement à temps de paix, et notamment dans le nord par là-bas, parce qu'il y avait... Dans c'était quand même Baltique. Ouais. C'était dans l'après-guerre froide. Toi, tu as connu l'après-guerre froide. Ah oui, oui, bah, évidemment, ouais, quand même, tu vas trop me vieillir là sinon. En fin de compte, sortie de première année avec mon chef, là, notre équipage, uniforme golf, on est envoyé en échange avec la patmar allemande à Nordholz. À Nordholz, c'est à côté de Hambourg. En fin de compte, un équipage allemand vient à Nîmes et nous, on part sur Nordholz. Et on y reste un mois. Et donc on fait des vols dans un environnement qu'on connaissait pas vraiment. Donc la mer Baltique et puis le Skagerrak, qui est à côté du Danemark. Voilà. Et donc on décolle souvent de Nordholz. Et on va beaucoup frictionner, comment dirais-je, les côtes russes, en fin de compte. On est là-bas pour faire pas mal de track ESM, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va faire de la guerre électronique, c'est-à-dire on va essayer de cartographier tout ce qui est radar de détection, de surveillance aérienne, tout ça, russe, sur toute la côte de la Baltique jusqu'à la mer du Nord, là-bas. Et donc on fait quand même quelques sorties comme ça. Voilà. Et puis, un matin, on part pour une mission qui est exactement celle que je viens de décrire. Et on est briefé en anglais dans les ops à Nordholz. Et le gars nous briefe sur un track ESM standard, quoi. Il nous dit rien. Et on part, hein, comme ça. Et puis, arrivé au milieu, on était un peu au nord du Skagerrak, là, en pleine Baltique. Là, tout d'un coup, voilà, on commence à attraper des échos radars. Il y a des échos radars un peu partout. On met la caméra FLIR et le taco, il dit « Oula, ça c'est russe ». Puis russe, pas petit, quoi. Russe, Neustrachimy, voilà, il n'y avait pas le Kirov, mais il y a des belles frégates russes, quoi. Et on commence à s'approcher, et on voit qu'il y a peut-être la moitié de la flotte de la mer du Nord qui est là, quoi. Donc on commence à tourner autour, et puis tout d'un coup, le taco, on prend un écho au milieu. Ils étaient tous en formation carrée, comme ça, là, tu vois. Et puis on prend un écho au milieu, et le taco, il met la caméra FLIR sur l'écho, et là, un kiosque de sous-marin. Un beau kiosque de sous-marin. Alors, impossible à identifier avec la distance. Et là, il nous dit, il y a un kiosque de sous-marin au milieu et il y a la moitié de l'armada russe qui encadre le sous-marin. Et nous, on est en train de tourner autour comme ça. Et là, commence à dire, on se regarde avec le chef, il dit, mais il nous a pas dit ça au briefing, parce qu'il nous avait donné les mobiles et tout ça. Il dit, non, on n'a pas ça. La guerre électronique, il y avait des radars qui claquaient de partout. Et puis surtout, ça se fait pas, enfin, les Russes n'ont pas cette habitude-là,
Mais quand tu survolais des Russes sur la mer Jolie, alors peut-être ça a changé maintenant avec ce qui se passe, mais ils avaient aucun caractère agressif. Mais vraiment jamais. Comparativement aux Américains qui ont toujours un caractère agressif. Mais les Russes n'en avaient jamais. Tu n'avais pas les canons qui te suivaient. Les Américains, si. Les canons, ils te suivent quand tu passes à côté. Et donc là, ce jour-là, moi, je passais à côté. Donc j'étais pilote de gauche, chef à droite. Et je me souviens, on les titillait un peu de près. Et là, il y avait tous les canons russes qui nous suivaient, quoi. Et vraiment, on voyait, quoi, ils nous suivaient. Et on se demandait même si ils nous suivaient pas au laser, en fin de compte. Donc on faisait attention de ne pas regarder. Voilà. Mais tout le monde nous suivait. Et puis, mais par contre, ils nous parlaient pas à la radio, pas du tout. Donc, on trouvait ça bizarre parce que bon, ils ont les fréquences internationales, pareil. Hein, mais voilà, on parlait. Et donc, on faisait le tour de ce gros dispositif en essayant de savoir hein, ce qui se passait et pourquoi ce sous-marin était encadré de la moitié de la flotte de la mer Noire. Et à un moment, je suis en virage à droite parce que je viens de passer un navire de combat russe. Voilà, il y avait toutes les frégates là. Et là, je tourne la tête comme ça pour regarder mon chef. Et en fin de compte, derrière la tête de mon chef, tout ce que j'ai vu, c'est un énorme Sukhoi 27, quoi. Et en fin de compte, moi j'étais en virage à droite et il est arrivé, mais comme ça, quoi. Il est arrivé comme ça, pleine PC. Pleine PC. Et quand il est passé devant, il a cabré. Alors moi, vieux réflexe, j'ai remis les pelles à plat, j'ai remis les ailes à plat. L'avion a été secoué, mais il faut voir, comme si on était dans un orage, quoi. Bam, on a pris une grosse claque. Et là, tout de suite, on a regardé, comme ça, on pouvait voir avec notre verrière. Et là, il montait, mais comme ça, il montait en chandelle, toute PC allumée, comme ça. Et là, on a compris qu'on était en train de déranger un peu la marine russe et qu'il fallait qu'on arrête. Surtout. Et là, on s'est regardé, on a dit bon, on va peut-être y aller mollo, on va peut-être continuer notre mission, on va arrêter de les embêter. Là, et c'est ce qu'on a fait effectivement. Donc, il a eu clairement une intimidation, mais je pense qu'il est passé. Nous, on patrouillait à 180 nœuds, donc 180 nœuds, tu fais 90 mètres à la seconde. donc, du coup, je pense qu'il a dû passer sous les 40-50 mètres, quoi. On était à une seconde de se le prendre, quoi. Ah oui, j'ai vu. Et puis c'est gros, hein, Sukhoi 27, hein, c'est super gros. Mais là, le message était très très clair. Ça voulait dire dégager. Et ensuite, donc on a fini notre track, on est rentré, et à Nordholz, là après, on a débriefé. On a dit, mais là, c'est quoi? Et là, les Allemands qui nous disent, ah oui, on était au courant, mais ouais, ils nous l'ont pas dit en fin de compte. Ils nous l'ont pas dit, ils n'avaient pas d'ATL1. Ils voulaient envoyer un ATL1 sur cette mission-là pour surveiller ce que faisaient les Russes. Mais ils voulaient pas que ça soit, en fin de compte, ils voulaient pas que ce soit un ATL2 français, voilà, et on leur a dit, mais c'est bête, parce que sur votre ATL1, vous n'avez pas la caméra FLIR. Nous, on a pu filmer tout ce qui se passait. Et en fin de compte, on a appris plus tard que c'était une séance de tir réel de missiles à changement de milieu. C'est pour ça qu'il y avait un sous-marin. Le sous-marin devait plonger et faire un tir réel de missiles à changement de milieu, un de leurs nouveaux missiles. Et par contre, ils ne voulaient pas le faire tant qu'on était là. Et donc, ils l'ont maintenu en surface, et c'est pour ça qu'on dérangeait. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'on aurait pu, en étant plus loin, discret, on aurait peut-être pu, alors peut-être de loin, peut-être pas avec la caméra, mais on aurait peut-être pu filmer quelque chose et ramener une information plus pertinente. Mais bon, vraiment, oui, le Sukhoi 27 nous a vraiment frisé les moustaches. Point intéressant, vous ne l'avez pas vu arriver du coup. Ah, mais rien du tout. Donc, soit il n'avait pas son radar allumé, soit il se faisait guider. Bah, il se faisait guider par les bateaux qui étaient juste à côté. Parce qu'on avait tous les radars des bateaux. C'est tellement saturé des radars des bateaux que tu ne vois pas son radar allumé. Et puis là, on y est resté aussi. Ces grosses baleines grises, voilà, il nous trouve facilement. Je pense que même s'il nous prend en passif, il peut venir sur nous sans allumer son radar. Hein. Et par contre, il n'est pas venu en mode gentil au début se montrer. Il ah non, même pas. Direct méchant. Direct méchant. Ouais, parce que vous, d'un point de vue psychologique, comment est-ce que vous êtes préparé à une interception de chasseurs? Parce qu'on a vu tout à l'heure, tu as un cadre tactique des fois. Donc tu as une menace chasse qui est possible, par exemple, qui protège une force adverse, un chasseur qui vient, qui peut t'engager de loin. Vous, c'est quelque chose qui est très présent dans votre culture. Vous y réfléchissez à cette partie-là? Alors c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir du préavis. Et c'est justement, alors c'est là où le problème de ces avions qui ont des systèmes passifs qui ne sont pas signants,
Nous, le mieux, c'est qu'on puisse choper le radar bien avant et dire, OK, là, il y a quelque chose qui arrive. Et oui, nous, clairement, c'est la fuite. La fuite, c'est notre meilleure défense. Après, une fois tiré, eh ben, c'est l'évasive. Alors, on a une vraie manœuvre d'évasive et qui marche. Alors, il paraît qu'elle marche contre les chasseurs. Moi, perso, je ne l'ai jamais essayé. On s'est beaucoup entraîné à faire cette évasive. C'est descendre en colimaçon à 300 et quelques nœuds. Voilà, avec tous les AF sortis. Donc, du coup, on devient fixe, mais sur une colonne comme ça. Donc, le chasseur a du mal à nous. Déjà, ne vois pas ma fixer. tête là, Ouais. mais j'ai sérieux Oui, sur ça ta te fait peut-être capacité. rigoler, mais. Non, mais je comprends l'idée. Je Ouais. sais très exactement pourquoi vous faites ça par rapport au radar, mais le problème de l'évasif, c'est que le mec va pas s'avouer vaincu sur la première frappe. Non, Du coup, non, mais c'est ça. Et après, parce que c'est arrivé à mes anciens, après, bah, c'est la fuite en basse altitude et l'éloigner le plus possible de sa base support. De manière à ce que lui, il commence à compter son fuel, quoi. Ce qu'on a de bien, c'est qu'on a 2 sabords. Et les sabords, ils ont tout de suite le visuel sur un éventuel chasseur qui est derrière nous. Et c'est arrivé donc à des anciens pendant l'opération Épervier au Tchad, qui se sont fait intercepter par des Libyens et des Libyens qui tiraient. Et en fin de compte, c'est que quand ils se présentent pour une passe de tir, généralement, bon, là c'était du canon, et là les sabords sont en capacité de dire attention, ils se présentent un peu à gauche, un peu à droite, et de te dire aussi break droite, break gauche. Et là, et lui comme il a une vitesse bien plus supérieure, rao. Et j'ai un de mes moniteurs qui a subi ça et qui a pris 0 balle, enfin 0 obus. Ouais, ouais. Ouais, il y avait les impacts. Alors lui, c'était sur l'eau, au large de la Libye, les impacts sur l'eau, mais il n'a jamais réussi à les cadrer, quoi. Parce qu'il y a cette entraide-là, et cette information qui vient des sabords. Après, l'évasive, je pense que contre des missiles performants, on ferait pas long feu. Donc le mieux, c'est que quand c'est vraiment très dangereux, ben, on n'envoie pas l'Atlantique. Oui, il y a des leurres, mais le problème pour les leurres, c'est que c'est pas un déclenchement automatique. Il faut voir partir le missile pour déclencher les leurres, et c'est le pilote de gauche qui déclenche les leurres. Voilà. L'Atlantique est pas super bien autodéfendu, on va dire. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que, par exemple, ben, on n'est pas allé au Kosovo, quoi. Parce que il y avait les montagnes étaient trop hautes au Kosovo et on ne pouvait pas se prémunir d'un tir missile donc SATCP depuis une montagne jusqu'à nous. Alors, en Afrique, généralement, on se met au-delà de la menace, au moins solaire portable. Voilà. Au niveau des différentes missions et des différents armements, on a parlé, donc vous avez de la GBU, vous avez de la M39. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de tirer, justement, on parlait des 3 boutons. Toi, tu as pu appuyer sur quoi? Qu'est-ce que tu as pu, son entraînement ou ton gain? Ouais, les torpilles. Torpille. Ouais, les Ça donne torpilles, un sentiment particulier à torpille ou c'est comment est-ce que tu tires en source ouverte? En source ouverte, ben, Tu vois la cible, tu tires. voilà, c'est ça. Les torpilles, déjà, tu tires sur renseignement, enfin sur contact acoustique. Donc, c'est les gestes derrière avec le taco qui va repositionner une piste sous-marine. Toi, tu la vois pas. Il est sous l'eau et tu te présentes porte de soute ouverte avec la torpille qui est prête et puis le taco qui te dit bon ben tu veux que ça soit toi ou que ça soit moi. Alors des fois tu peux dire bah ok laisse-la moi, je vais la prendre et puis voilà donc et c'est lui qui fait le décompte 3-2 unités top, et toi tu fais qu'appuyer, voilà, une certaine altitude, une certaine vitesse avec les soutes ouvertes, la torpille est prête. Voilà. Alors moi j'ai jamais fait en vrai, hein, j'ai jamais tiré de torpille de combat. Par contre, des torpilles d'exercice, on en tirait souvent, oui. Elle a un lest, elle a une fusée de proximité, enfin tu sais, et qui fait couler les lestes. Donc l'arc silex, ils partent au fond, et elle a une flottabilité positive et elle remonte. Et généralement, il y a un petit patrouilleur qui est sur le côté, une petite barcasse qui est là et qui la récupère. Elle libère de la fluorescéine dans l'eau, donc hop, nous on vient la repositionner.
Et il la récupère parce que évidemment on va pas tirer une torpille et la perdre à chaque fois, ça coûte quand même pas mal d'argent, quoi. Vous la recyclez. Ah oui, oui, il la remonte à bord, il la recycle et elle resserre. C'est le truc. Ce qui est marrant, c'est qu'on tire sur des petites cibles EMAT, et ça aussi, vous verrez, c'est dans le bouquin. La petite cible EMAT, c'est un petit sous-marin, voilà, qui diffuse le signal sonore de nos sous-marins à nous. On s'entraîne sur nos sous-marins et on la tire depuis l'avion. Et par contre, elle a des trajectoires qu'elle seule connaît. Enfin, on a une enveloppe dans l'avion, c'est si on la perd, on ouvre l'enveloppe pour la retrouver. Mais elle prend une trajectoire aléatoire et puis elle fait sa life. Et donc on la piste, ça c'est quand on n'a pas de sous-marin sous la main. C'est un petit drone mais complètement autonome. On le piste et puis c'est lui qu'on va attaquer à la torpille. Bon, on peut le faire, on le fait plus, on n'attaque plus torpille. Des vrais sous-marins. Ça s'est fait avant. Et on a par exemple, à l'école du personnel volant, il y a une bande acoustique qui est fameuse, puisqu'il y a une torpille, donc du coup, sa fusée de proximité n'a pas fonctionné, et elle a vraiment tapé le sous-marin d'exercice, quoi. Donc, et on l'entend très très bien. Moi, je l'ai entendu, tu entends zzzz, bam, et là, tu entends bam, elle a tapé 3 fois avant que le gars il fasse surface d'urgence, quoi. Et donc et la bande, elle est connue de tous les opérateurs, et donc du coup bon bah voilà, on a arrêté de on sait jamais. Donc elle a fait un petit POC sur le côté du sous-marin. Et ils ont dû avoir bien la trouille à l'intérieur, je pense. Et après les bombes, bah du coup la bombe, j'ai tiré la première. Sur le champ de tir, c'est moi qui ai ouvert le domaine, puisque j'étais le premier Airborne Fac superviseur. Et donc, quand le CEPA a ouvert le domaine pour les GBU-12, moi, j'avais trempé dans tout le développement. Et donc, du coup, le commandant de bord du CEPA n'était pas Airborne Fac, donc il m'a demandé de venir avec lui. Donc, il a pris les commandes à gauche, j'ai pris le poste de commandant de bord et on est allé à Capsieux. Et j'ai tiré la première bombe qui a été guidée par un fac au sol, illuminé laser par un fac au sol. Et bon, je dois dire que j'ai fait 80 mètres courts, mais le char a été écriblé. Était pratiquement détruit. Et en fin de compte, on a raté le truc, parce que la deuxième, elle a fait pile dessus, mais la première, on a raté le truc parce que, en fait, nous, on illuminait au chrono. Il fallait que je lui dise steady au chrono, et en fin de compte, il a eu peur, et il a illuminé avant que je le dise, et donc du coup, elle est partie chercher la tâche, puis après, elle a dégradé et elle a fait court. Juste pour que les gens comprennent bien, la grande difficulté avec un Atlantique 2, c'est que vous ne donnez pas la même énergie initiale à la bombe, pas du tout. Qui a été réfléchie pour être tirée à 450 nœuds, pour faire simple, et là tu la tires à une vitesse qui est beaucoup plus faible. Du coup, il faut que tu attendes le dernier moment, que tu crois la trajectoire balistique qui marche très bien. La trajectoire balistique, c'est quasiment... Il faut qu'on se rapproche le plus de la trajectoire balistique. Mais maintenant, ça marche super bien. Ils sont rompus à ce genre d'exercice, les équipages, et ils le font très très bien. Puis c'est un gros camion à bombe, hein. Alors la capacité d'emport est secrète, je peux pas la dire, mais c'est un gros camion à bombe. L'Atlantique emporte plus que le Rafale. Voilà, ça c'est dit. Tu as fait beaucoup d'Afrique. Ouais. Après, derrière, à ce moment-là, tu as combien d'années de service? J'ai un peu plus de 21 ans d'années de service. Je trouve qu'à la fin de ma carrière, enfin quand j'ai quitté la patrouille maritime, alors je l'ai quitté parce que j'en avais marre de voir du sable. Donc je suis allé voir un jour mon commandant de flottille en lui disant s'il te plaît, prochain Rotary, si tu peux m'envoyer ailleurs. Alors, il était un peu dépité, on m'entendait super bien avec lui. Donc du coup, après la flottille 21F, j'ai fait chef SAI. Donc chef SAI, c'est section ab initio. Pendant 2 ans, j'ai formé les équipages à la tactique. Donc la fameuse mayonnaise qu'il doit prendre là, pour que les équipages, pendant 9 mois, forment un équipage. Donc j'ai formé 4 équipages pendant cette période-là. Et puis suite à ça, j'ai fait 1 an de division évaluation du Centex Patsimar. C'était avant, ça s'appelait la Célante à l'Avia. C'était ce qu'on appelle les bœufs carottes. C'était ceux qui donnaient la qualification opérationnelle aux équipages. C'est-à-dire que après être passé dans les mains de la section ab initio, pendant 1 mois et demi, l'équipage est versé auprès de la Célante, on l'appelait comme ça, et ce sont les examinateurs à l'Avia. Et ces examinateurs-là, ils vont faire plusieurs vols avec l'équipage et ils vont le déclarer opérationnel ou pas. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an.
Et au bout de ces 1 an, ben, j'ai eu la chance d'avoir la, comment dirais-je, l'affectation que je voulais depuis longtemps, c'est-à-dire partir en Nouvelle-Calédonie, chef de détachement sur Guardian en Nouvelle-Calédonie. Et donc de 2009 à 2011, j'ai été chef de détachement là-bas avec 2 avions, 2 équipages, un petit service technique. Voilà, et c'était vraiment très sympa. Après, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est plus de la surveillance maritime, c'est plus de la patrouille maritime, c'est de la surveillance. Donc là, on va plutôt s'inquiéter de tout ce qui est pêcheurs illégaux dans notre ZEE. Mais bon, voilà, c'est plus un avion d'armes comme la TL2, quoi. Ça délivre rien du tout. On fait que de la surveillance et du report. C'est-à-dire que, ben, avec un débriefing quand tu rentres en disant, ben voilà, ben, j'ai vu un bateau chinois qui était à tel endroit et voilà, il n'avait pas à être là, quoi. En gros, voilà, ben, ça m'est arrivé de dresser un procès verbal contre un bateau coréen. Voilà, et bon, qui n'est pas allé très très loin, hein, mais parce qu'après il faut les attraper. Mais voilà, c'est vraiment de la surveillance des pêches et pas plus. Par contre, la zone est très jolie, elle est très grande. Voilà. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, bah, j'ai quitté la marine en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas rentré en France. J'ai quitté parce que j'ai eu une opportunité donc, dans une petite compagnie aérienne en Nouvelle-Calédonie. Ils m'ont recruté en tant que commandant de bord directement sur Twin Otter. Donc j'ai fait du Twin Otter, donc je suis passé du Guardian qui déboulait à un 360 nœuds quand on ne réduisait pas, au Twin Otter qui déboulait à 100, 120 à fond. Bon, bah, d'un autre côté, ça, j'ai pas été surpris par la vitesse. Mais voilà, donc j'ai fait ça, je suis entré en tant que commandant de bord, et puis j'ai eu une grosse pente, officier de sécurité des vols, puis après j'ai tenu des postes à responsabilité, et puis au bout de 7 ans, directeur d'exploitation, la 8e année directeur adjoint, et j'ai fini par diriger la compagnie en 2021 pendant 5 mois, suite à un burn-out de mon directeur. Et je dois dire que c'est pas ce que j'ai apprécié le plus. J'étais plus dans l'exploitation, dans le côté opérationnel. Ça, c'était notre job. Je crois qu'on n'est pas vraiment confronté à ce qui nous attend dans le civil. Voilà. Si j'ai un conseil pour les gens qui se disent tiens, je vais quitter l'armée pour aller dans le civil, ça va être mieux, bah, réfléchissez à 2 fois. C'est sacrément sympa. Quand on voit l'ambiance, tout ça, c'est vraiment différent dans le civil. Rester dans l'armée, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je retrouve ça avec plaisir parce que je suis réserviste. Et vraiment, ouais, restez-y. Il vaut mieux. Après, bon, ceux qui rêvent que de Air France depuis tout petit et qui se sont servis, je pense, de l'armée, parce qu'il y en a comme ça, hein. Il y en a qui se sont servis de l'armée comme tremplin pour Air France. Il y en a aussi qui ne s'en sont pas servis, hein, qui ont vraiment fait leur carrière dans l'armée. Puis après, ils arrivaient à bout de souffle. C'était souvent des OSC comme moi. Ils n'avaient plus rien, plus de postes intéressants. Et il fallait qu'ils partent, il fallait qu'ils changent, et il fallait qu'ils fassent autre chose. Et je comprends très très bien qu'on puisse adorer Air France. Mais moi, aller d'un point A à un point B avec des passagers derrière, ouais, non, j'y arrive pas. Pour moi, je me suis vraiment éclaté quand j'allais du point A au point A en faisant plein de zigouigouis entre les deux. Voilà. Et ça, je trouve qu'on fait une vraie mission aérienne. Là vraiment, c'est ce qui me bottait. Le transport de passagers, ça n'a pas été mon truc. Et puis, je rendais service aussi. On faisait plein de trucs, mine de rien. On peut dire ce qu'on veut, mais c'était pour le succès des armes de la France. Et moi, j'aimais ça, quoi. J'aimais me dire, bah, tu vois, tu as participé à ça. C'était ça mon truc. Et justement, quand tu as quitté, là, tu t'es mis à écrire et tu as écrit autour
on va dire du cadre tactique quand même. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là on a le bouquin derrière, La couleur du silence, donc le silence Ouais. ça me fait penser forcément aux oreilles d'or. Exactement, mais c'est un peu ça. Alors, je peux pas dire exactement pourquoi ça s'appelle la couleur du silence, parce que sinon ça serait spoilé, comme on dit maintenant les jeunes. Il faut aller jusqu'à la dernière page pour connaître donc quelle est cette fameuse couleur. Mais effectivement, alors cette histoire. Alors, il faut savoir, j'ai écrit depuis tout gamin, quoi. J'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. Au départ, c'était pour écrire des poèmes aux nanas que j'aimais bien. Voilà, mais ça a toujours été ça. J'ai toujours écrit et j'ai gardé cela. Alors, c'est rigolo parce que je ne l'avais pas trop dit quand j'étais dans la patrouille maritime. Donc, parce qu'il y en a qui l'ont découvert juste maintenant. Ils disent, ah, tu ne me l'avais pas dit? Ben non, j'ai caché ça. Et puis, effectivement, j'avais envie de raconter ce qu'on vit dans la patrouille maritime, parce que je pense que ça n'a jamais été fait, je crois pas. L'atmosphère de ces missions, missions en équipage, le côté tactique, voilà. Donc il y a une histoire opérationnelle, il y a une histoire d'amitié et une histoire d'amour. Donc c'est trois histoires qui se mélangent. Alors, je ne peux pas dire que j'ai la plume de Tom Clancy, mais qui vont se rejoindre à la fin, un peu à la manière de Tom Clancy dans Octobre Rouge, où Marco Ramus rejoint Jack Ryan, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est ça dans l'esprit. Et faut dire que moi, je me suis éclaté à l'écrire. Des fois, je me suis pris à mon propre jeu et j'arrivais même pas à m'arrêter d'écrire tellement j'étais pris dans mon action opérationnelle. Donc, j'espère que ceux qui le liront auront la même passion. J'ai mis 2 ans à l'écrire et 6 mois à le mettre en page. Donc, il y a 2 ans et demi de travail là derrière, mais je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai un super bon retour de mes pairs, en fin de compte. Que pour l'instant, les gens qui l'ont lu, ce sont en majeure partie des spécialistes de la patrouille maritime. Et quand on reçoit des super messages en disant on s'y est retrouvé, c'est vraiment ça, tu as vraiment fait transparaître cette atmosphère, ce silence, cette lourdeur, des fois aussi, parce qu'on a passé des heures à écouter des bouées voilà, où il ne se passait rien dans l'avion en pleine nuit, voilà, et tout d'un coup tout s'accélère. Et voilà, moi je suis vraiment heureux d'avoir ces commentaires de la part de mes anciens. J'ai des commentaires de mes anciens moniteurs et tout ça. Et puis de ceux qui ont vécu la patrouille maritime à mes côtés aussi, qui l'ont lu. Et ça m'a fait vraiment très plaisir. Comme il y a un petit préambule, c'est que il y a un peu de vécu, mais pas trop quand même. Il y a aussi beaucoup de ce qui sort de mon imagination. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire tout ce qu'on a vécu, c'est pas possible. Il y a des choses que on ne peut pas dire, tout simplement. Des choses qui sont encore classées secrètes, donc on ne peut pas. J'ai essayé d'écrire ce que je pouvais. Et je dois même avouer que même des fois, certains termes de procédure, j'ai été obligé d'aller regarder sur Internet pour savoir s'ils existaient sur Internet pour pouvoir les écrire dans le bouquin. Parce que je me suis dit, faudrait quand même pas que voilà, je me retrouve avec un procès. Parce que bon, on est quand même soumis un peu au secret. Donc voilà. Mais effectivement, il y a des choses qui viennent de mon vécu et il y a des choses qui sont purement inventées. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui vient de découvrir la patrouille maritime grâce à ton témoignage, qui va se précipiter lire La couleur du silence? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, sachant à la base tu voulais faire chasse toi, ou t'es rentré en mais on veut tous faire chasse à la base. Et donc maintenant que c'est derrière toi, en quelques phrases, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Que du bon. Je retiens que les bonnes choses. Il y a forcément eu des moins bonnes, mais de toute façon, à la fin de ta carrière, tu retiens que les bonnes. Ça, c'est évident. Et un jeune qui voudrait faire ça, il faut foncer. Persévérance. Il faut si c'est un rêve, il faut que ça en soit un déjà. Il faut qu'il y ait une certaine motivation, parce que le métier de pilote, en général, c'est une motivation. Tu peux pas faire ça si t'es pas passionné. C'est un métier passion. Si t'es pas persévérant,
Et puis il faut y aller. Après, effectivement, il n'y a pas que pilote dans la patrouille maritime, parce que nous, on est en train de parler de ça, parce que nous en sommes tous les deux. Mais il y a plein d'autres métiers à côté, et ils sont aussi passionnants. La guerre électronique, c'est passionnant. Faire de la navigation, faire du radar, ça l'est tout autant. Et puis maintenant, avec la modification de l'avion, il y a des super matériels dedans. L'avion futur, ça va être encore plus top. Ils vont avoir accès à des machines de fou. L'acoustique, c'est un truc, on pourra en parler pendant des heures. Pour moi, c'est la plus fun des actions. C'est l'acoustique, c'est la guerre acoustique, c'est vraiment génial. Je pense que si j'avais pas pu faire pilote, j'aurais essayé de faire GES. Mais donc voilà, il y a plein d'autres choses à côté. Puis il y a TACO. Il y a TACO, voilà, mais par contre, le maître mot, c'est motivation, persévérance. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, il faut toujours s'accrocher. Et il faut y croire. Ouais, franchement, voilà. Et par contre, c'est des métiers passionnants. Quand tu as fait ça, et que après, moi, j'ai une carrière civile derrière, et j'avais des copilotes dans le civil qui me questionnaient là-dessus. Et quand tu commences à en parler, ils te regardent avec des yeux comme ça, et puis ils en croient pas leurs oreilles. Oh, c'est génial ce que tu as fait. Et que tu as des jeunes, et tu leur dis, mais pourquoi t'as pas commencé par là, en fin de compte parce que c'est vraiment passionnant. Avant de faire un vol de A vers B avec des passagers qui sont pas contents parce que la boisson est trop chaude, je veux dire, voilà, il faut avoir fait quelque chose de passionnant avant. Et pour les jeunes, ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Et il faut y aller, il faut y croire. Eternity, so long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Twists, burns, turns away. Life comes and fades away. Stings, hurts, goes astray. Life comes and fades away. Twists, burns, turns away. Life comes and fades away. Stings and hurts, goes astray. So long, so long, so long.